Alors, dépistage et prévention des cancers sont donc les priorités absolues dans la lutte contre la maladie. Nous en parlons aujourd'hui avec mes premiers invités dans cette première partie consacrée au cancer du sein. Et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Joël Lacroix. Bonjour, vous êtes radiologue, responsable du service de radiologie du centre François Baclès, le centre de lutte contre le cancer de Basse-Normandie. J'ai également le plaisir d'accueillir le docteur Marie-Christine Cartier. Vous êtes responsable médicale des associations Iris Manche et Mathilde, association pour le dépistage du cancer dans la Manche et le Calvados. À vos côtés, bonjour docteur Antoine Leveneur, vous êtes médecin généraliste et président de l'Union régionale des médecins libéraux de Basse-Normandie, l'URML. Et puis également le docteur Gilles Marie, vous êtes chirurgien gynécologue en cancérologie du sein et du col de l'utérus à la Polyclinique de Cherbourg. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, une première question pour vous, docteur Lacroix. On parle de dépistage, de prévention. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir en préalable ces deux notions et le contexte dans lequel elles s'inscrivent ? Oui, alors en fait, effectivement, il faut bien différencier la prévention et le dépistage. Prévenir un cancer, c'est pouvoir avoir identifié des facteurs de risque de ce cancer et essayer de les éviter en mettant en place dans ses modes de vie des attitudes pour éviter ce cancer. Alors que le dépistage est tout autre chose. Le dépistage, c'est réellement mettre en place un examen qui cherche ce cancer pour le guérir le plus précocement possible. Donc c'est deux choses très différentes et il faut bien comprendre qu'en matière de cancer du sein, la mammographie n'est pas un outil de prévention. Oui. On ne prévient pas le cancer avec une mammographie, on le cherche. On cherche le cancer. On cherche le cancer. Alors justement, on parle de dépistage, docteur Cartier. Dépistage organisé, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors, dans les 3 départements de notre région, nous invitons les femmes âgées de 50 à 74 ans, conformément au cahier des charges national. Toutes les femmes sont invitées à passer une mammographie. Dans la Manche, dans le Calvados, on invite les femmes à aller chez leur radiologue qui fera cette mammographie. Dans l'Orne, il y a un autre système qui... Les femmes peuvent aller chez le radiologue, mais elles sont aussi invitées à aller vers le mammobile. On va en reparler effectivement tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure. Donc avec une structure de mammographe qui est dans un camion et qui va au-devant des femmes. Donc les femmes passent leur mammographie auprès de leur radiologue, auprès de la manipulatrice du mammobile. Et ensuite, il y a une deuxième lecture. Il y a au sein des structures de gestion des radiologues, second lecteurs, qui viennent examiner ces clichés et qui vont regarder la qualité des clichés, qui vont regarder si une image n'est pas passée inaperçue lors de la première lecture. D'accord, donc on rappelle que les femmes reçoivent un courrier chez elles et c'est une invitation à l'examen. Prendre un rendez-vous auprès de leur radiologue. D'accord. Alors peut-être, docteur Leveneur, peut-on également rappeler que, bien sûr, ce n'est pas un acte qui est sans coût, mais les femmes n'ont pas d'avance de frais à faire. Oui, ça c'est important à signaler, effectivement. C'est toute une procédure qui est mise en place au niveau de la population pour dépister des lésions qui pourraient être ennuyeuses pour la suite. Et c'est gratuit. Hein. Et donc ça, il faut le dire, le redire, il faut insister là-dessus. À une époque où on parle des difficultés d'accès aux soins, non seulement c'est gratuit, mais c'est distribué. Enfin, toutes les patientes de la tranche d'âge sont invitées à participer à cet examen qui est gratuit. Donc ça, c'est important, effectivement, de rappeler cette gratuité, en tout cas cette non-avance de frais. Docteur Marie, le cancer du sein, il faut peut-être le rappeler, c'est le premier cas de cancer qui touche les femmes et c'est le plus meurtrier chez les femmes. Oui, tout à fait, c'est le cas le plus fréquent puisqu'on a recensé à peu près 50 000 cas de cancer du sein chez la femme avec une mortalité qui est très importante, de l'ordre de 10-11 000, il me semble. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire de dépistage, c'est que effectivement, dans le sein, on n'est pas capable d'empêcher à ce jour la survenue de la maladie. On sait que ce qui va tuer dans le cancer du sein, ce n'est pas la boule que l'on a dans le sein, mais ça va être la métastase. Et ce risque de métastase, il est directement proportionnel à la taille de la tumeur. C'est-à-dire que plus la tumeur est grosse, plus vous avez un risque de métastase. Donc quand vous avez la métastase, là, votre pronostic vital est engagé. Donc le but de ce dépistage, il est de pouvoir trouver les tumeurs les plus petites possibles pour justement diminuer de façon très importante ce risque de métastase. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que effectivement, sur le plan local, c'est beaucoup plus facile à traiter, en particulier sur le plan chirurgical, une petite lésion qu'une grosse lésion. Ouais, voilà. Effectivement. Peut-être on reviendra sur ce point, mais le dépistage organisé, qu'en pensent les femmes? Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de certaines d'entre elles. Je vous propose de regarder notre micro-trottoir.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à une opération de prévention ou de dépistage sur le cancer du sein? Le cancer du sein? Non, j'ai pas eu du tout l'occasion et je suis une très mauvaise personne qui ne fait pas ces contrôles régulièrement. Je fais des mammographies régulièrement. Ah bah c'est bien, donc vous êtes une bonne élève. Oui. Oui. Je suis bien suivie, quoi. Et donc vous répondez systématiquement aux convocations? Aux convocations, oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous faites ça de façon Parce que consciencieuse? j'ai une tante qui a eu un cancer du sein. Et quand elle s'est réveillée, elle s'était aperçue qu'elle avait une petite boule. Elle a été chez son médecin aussitôt. Et puis quand ils l'ont été pour lui enlever la boule, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des métastases. Alors ils ont été obligés de lui enlever tout le sein et d'aller jusque sous le bras. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes informé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ou pas plus que ça? Ça ne me préoccupe pas du tout. Moi, je me suis dit, arrivera ce qui arrivera. Vous connaissez la tranche d'âge qui est concernée par le dépistage? Vous savez à partir de quel âge? 40 ans. 40 ans? Normalement, c'est vers la 40-50 ans, c'est ce qui est... Mais bon, je pense qu'il faut le faire à tout âge, tout de même. Alors on voit que la question de l'âge n'est pas forcément maîtrisée par toutes les femmes. Docteur Leveneur, allez, Oui. on insiste, on remet un petit peu, on enfonce le clou. L'âge pour le dépistage organisé, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors, l'âge pour le dépistage organisé du cancer du sein chez la femme démarre à 50 ans et se termine au 75e anniversaire. D'accord, donc là, Correct, hein? c'est clair. Je crois que maintenant, toutes les femmes sont au courant. Alors, s'agissant du cancer du sein, le dépistage se fait par mammographie. Docteur Cartier, en quoi consiste cet examen? Alors, l'examen, la mammographie, c'est une radiographie des seins. Donc, la femme, effectivement, va avoir la mammographie standard. C'est le même examen qu'elle vienne avec une ordonnance de son médecin traitant en dépistage individuel ou en dépistage organisé. On parle exactement du même examen. Le radiologue va faire 2 clichés par sein. Ça, c'est la base, c'est le standard. Et le radiologue va pouvoir compléter ces 4 clichés par des clichés complémentaires ou une échographie. Ou une échographie s'il le juge nécessaire. Donc on est vraiment dans le même examen, il n'y a pas de différence pour la patiente, qu'elle le fasse en individuel ou en organisé. La différence viendra de cette seconde lecture qui lui donne un gage de sécurité supplémentaire. Oui, 2 lectures, effectivement. Alors, docteur Lacroix, vous le disiez, j'aimerais que nous revenions sur ce point. S'agissant du cancer du sein et de la mammographie, on cherche les traces du cancer, c'est-à-dire que vraiment, si on découvre quelque chose, c'est le cancer. Donc autant le découvrir le plus tôt possible. Absolument. Il faut bien comprendre que la mammographie, son seul intérêt, c'est de chercher un cancer. On peut être amené à trouver des choses tout à fait bénignes, que ce soit sur une mammographie ou sur une échographie, qui ne nécessitent aucune prise en charge et qui ne nécessitent pas nécessairement non plus de surveillance. Le seul but de la mammographie, c'est de chercher un cancer et un cancer le plus petit qu'il soit. C'est bien pour ça qu'une deuxième lecture est très importante puisqu'elle permet vraiment d'optimiser cet examen au maximum. Alors justement, docteur Marie, ça veut dire qu'on parle souvent de la palpation, qui est un premier acte. Donc la palpation est nécessaire, mais on l'entend ici, n'est pas suffisante. Non, non, pas du tout. Puisque la palpation, on va, dans la grande majorité des cas, trouver des lésions qui vont faire à peu près 2 cm, voire un petit peu moins. Avec la mammographie, on est maintenant dans des registres de tumeurs qui sont de l'ordre du centimètre, voire moins. Donc on est dans des petites tumeurs qui permettent justement d'économiser de la santé aux gens, d'économiser des soins aussi. Donc c'est tout l'intérêt du dépistage, que d'économiser de la vie et d'économiser un petit peu d'argent pour la société. Bien sûr. Docteur Cartier, une question simple, c'est douloureux la mammographie. On parle de compression, on voit des images, parfois ça peut faire peur quand on est une femme. Est-ce que c'est douloureux ? Alors la douleur est une perception vraiment individuelle et certaines femmes vous diront qu'effectivement c'est un acte désagréable, voire douloureux. La technologie, les appareils de mammographie ont considérablement évolué ces dernières années et certes il faut une compression pour bien examiner le sein et bien étaler la glande, mais la compression d'abord est de très courte durée et avec les nouveaux appareils c'est quand même beaucoup moins sensible qu'auparavant. Après, moi je conseille toujours aux femmes qui ont peur de l'examen, lors de la prise de rendez-vous ou lors de le jour où elles viennent, c'est de le dire au manipulateur radio qui va
forcément prendre le temps de la placer, de la rassurer, Ne parce pas qu'il y a un temps. Voilà, il ne faut pas avoir peur de cet examen. Voilà, tout à fait. Alors, bien sûr, docteur. Comprendre que cette compression est nécessaire pour avoir un cliché de qualité. Puisque si on n'a pas de compression, on a forcément des clichés de moins bonne qualité. Image dégradée. Il faut que les gens comprennent aussi un petit peu cette nécessité. Alors, autre doute parfois que peut-être nous pouvons lever aujourd'hui, docteur Marie, est-ce que c'est dangereux? Alors, les rayons, vous pensez que oui. la mammographie est-elle dangereuse? Alors, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question. Je vais demander à ma collègue Joëlle de répondre à cette question. Docteur Lacroix, est-ce que c'est dangereux, la mammographie? Alors, non, la mammographie, il faut vraiment se sortir de cette idée. Certes, on utilise les rayonnements X, mais ce sont des doses qui, de toute façon, avec les années, se sont extrêmement réduites et ne sont absolument pas délétères. Il faut vraiment enlever cette idée que la mammographie avec le rayonnement est un risque. Ce n'est pas vrai, il faut vraiment se sortir de cette idée. Le bénéfice attendu est tel qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de ces rayons. Il ne faut pas avoir peur non plus, j'insiste sur la douleur. Il y a des femmes qui craignent cette douleur. Certaines ressentent la mammographie comme étant désagréable. Mais beaucoup des femmes ressortent de cet examen en disant « Ah mais ce n'était que ça ». Donc il faut vraiment démystifier cette douleur que pourraient appréhender certaines femmes. C'est important et vous venez de le faire, c'est vraiment très important, merci. Docteur Leveneur, on parle du dépistage organisé à partir de 50 ans, mais quelle conduite doivent tenir les femmes de moins de 50 ans qui ont soit des antécédents familiaux ou soit des douleurs, la palpation, quelle conduite à tenir? On attend 50 ans? Alors, vous l'avez dit, le terrain familial, en quelque sorte, les antécédents familiaux font partie de la vie des femmes. Et effectivement, il est du rôle des médecins traitants d'isoler et d'individualiser ces facteurs de risque pour la patiente concernée. Et si effectivement une patiente est issue d'une famille où on fait des cancers du sein, eh bien, nous avancerons l'âge de dépistage pour cette patiente-là. En général, elle est informée. Si sa mère a fait un cancer du sein à 50 ans, on sait qu'elle-même sera candidate à un dépistage plus précoce que pour l'ensemble de la population. Voilà ce qu'il faut bien retenir, je crois. Vous aviez une autre question? Non, mais c'était vraiment le rôle central du médecin traitant, c'est-à-dire que les femmes, voilà, moins de 50 ans, ce n'est pas une raison pour attendre. On en parle directement. En cas de doute, le médecin traitant est là pour répondre, que ce soit bénin ou pas, il ne faut pas attendre. Voilà. On en parle directement à son médecin traitant. L'autre, ce que vous évoquiez par ailleurs, c'était finalement la découverte par une patiente d'un signe qui l'alerte. Hein. Eh bien, surtout pas rester toute seule dans son coin, de toute façon, aller consulter bien évidemment son médecin traitant, qui lui orientera pour avoir soit la confirmation radiologique ou échographique, soit un avis spécialisé auprès de nos confrères gynécos de la région. Ceci est vrai même entre deux mammographies de dépistage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous, on rend un résultat en dépistage organisé, un résultat tout à fait normal, qu'il faut attendre les 2 ans si on constate une modification au niveau du sein. C'est toujours le médecin traitant qui reste le référent. On le rappelle, au moindre doute, médecin traitant, votre médecin référent, vous lui en parlez, même si vous venez de faire une mammographie il y a moins d'1 an, voilà, on n'hésite pas à en parler au médecin traitant. Docteur Marie, quels peuvent être les freins au dépistage? Pourquoi certaines femmes, on va parler des chiffres avec le docteur Cartier tout à l'heure, mais pourquoi certaines femmes ne se rendent pas à ce dépistage? Bon, je pense qu'il y a d'une part, à mon avis, la peur de la maladie qui fait que, effectivement, la peur de connaître, de savoir, qui fait que les femmes, c'est pas les femmes, c'est un individu qui est ainsi fait, ne va pas à un dépistage. Pour ne pas être stressé, pour ne pas être angoissé, pour ne pas avoir ce rapport avec la maladie, éventuellement avec la mort. Je crois que c'est les premières explications. Après, effectivement, on peut avoir des vies compliquées, des vies qui font qu'on ne trouve jamais quelques minutes pour se rendre au dépistage. Je crois que c'est les deux grandes réponses qu'on peut y apporter. Alors justement, docteur Cartier, est-ce que nous connaissons les taux de participation en Basse-Normandie? Alors, en Basse-Normandie, on est à 57% de participation par rapport aux invitations envoyées, ce qui est un taux assez
assez honorable par rapport à France Entière, Au-dessus de la puisqu'on moyenne, est hein. à peine à 52% pour la dernière campagne. Une campagne dure 2 ans, puisque nous invitons tous les 2 ans. Donc la dernière campagne, à peine 52% France Entière, et nous sommes à 57% sur la région. Pour autant, effectivement, l'objectif à atteindre est de 65% minimum. Ce sont les recommandations pour avoir vraiment un impact sur cette maladie. Docteur Lacroix, ces recommandations de 60%, ça veut dire qu'à partir de 60%, le dépistage a vraiment un impact sur l'ensemble de la population? Ben, je pense qu'effectivement, c'est important pour bénéficier d'un retour sur la mortalité par rapport au cancer du sein. Il faut qu'il puisse y avoir le maximum de participation. Sinon, l'impact sur la mortalité pour ce cancer ne sera pas atteint. Donc, effectivement, il faut absolument qu'on ait le plus de femmes possible qui entrent dans le dépistage. Alors, je pense qu'effectivement, c'est compliqué d'entrer dans un dépistage, comme le disait le docteur Gilles-Marie, parce que c'est vraiment chercher une maladie dont on n'a pas envie d'en entendre parler et pour laquelle on n'a aucun symptôme. Donc, aller faire une mammographie, c'est chercher finalement la petite bête. C'est chercher un cancer alors qu'on va bien, qu'on est bien, qu'on ne sent rien. Donc, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je pense qu'il y a cette difficulté par rapport au fait de rentrer dans un dépistage. Et puis, rentrer dans un dépistage, c'est aussi une sorte d'engagement dans la répétition de cette mammographie, parce que pour qu'il puisse être efficace, voilà, ouais. Il faut que cette mammographie soit réellement faite tous les 2 ans sur cette tranche d'âge. Donc c'est un engagement, mais qui doit être vraiment soutenu par les médecins traitants. Je pense que le médecin traitant, le gynécologue ont des rôles fondamentaux par rapport à cet engagement des femmes sur ce dépistage. Effectivement, vous le disiez, il y a le dépistage et puis il y a sa répétition qui est le rendre efficace. Docteur Leveneur, vous voulez intervenir sur ce sujet? Oui, finalement, nous, dans nos cabinets, on est quand même confrontés au cas d'une patiente qui dit, écoutez, c'est très bien votre dépistage collectif, mais ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'être avec tout le monde, ou je sais pas, les idées reçues autour de ça. Et par contre, prescrivez-moi une mammographie. Et donc, on est dans le dépistage individuel à ce moment-là, qui n'obéit pas tout à fait à la même logique, mais peut-être que ce serait bien d'avoir des arguments pour orienter un peu plus les patientes vers le dépistage collectif, qu'elles rentrent dans la procédure dépistage collectif. Je ne sais pas ce que mes confrères et consoeurs ont. Deux arguments qui sont... Il y a un bénéfice pour la femme, déjà, puisqu'elle a une deuxième lecture dont on sait qu'elle trouve environ 5 à 6% des cancers dans le dépistage. Donc ça lui donne vraiment une chance supplémentaire que ce dépistage soit efficace pour elle. Et puis le deuxième aspect, qui peut-être est moins sensible pour certaines, mais c'est que grâce à cette entrée dans le dépistage, qui est vraiment recensée avec des études qui sont collectives, on va pouvoir avancer d'une manière générale sur le cancer du sein et sur sa compréhension. Donc c'est vraiment, il y a deux aspects qui sont, il y a un bénéfice individuel qui est incontestable et il y a ce bénéfice collectif qui ne sera peut-être pas immédiat, mais dans des années, on comprendra mieux, non pas le cancer du sein, mais les cancers du sein. Voilà l'importance du dépistage organisé. Dans le bénéfice individuel, il y a cette invitation systématique tous les 2 ans qui permet de ne pas oublier, parce que ça passe très vite, 2 ans, et en fait cette invitation arrive au bon moment pour poursuivre ces examens. Effectivement, rentrer dans le dépistage organisé, c'est avoir l'assurance d'être suivi dans la durée. A-t-on identifié, docteur Leveneur, des inégalités d'accès au dépistage? Ouais, c'est une bonne question. On l'a dit, il y a des freins, j'allais dire, culturels, des freins peut-être socio-économiques, non pas dans le sens du coût de l'examen, puisqu'on l'a dit, c'était gratuit, mais dans l'aspect ouverture vers ces questions-là, enfin on revient au culturel en quelque sorte, il est évident qu'il y a des disparités entre nos territoires de la région Basse-Normandie, ou même dans un même territoire, entre certains quartiers en ville, par exemple, et je crois que Christine Quertier va illustrer mieux que moi encore le propos, mais oui, il y a des disparités, et oui, il y a des efforts à faire
dans les endroits où on considère qu'on peut faire plus. Alors, je vous propose, effectivement, on parle des inégalités, je vous propose de regarder un petit reportage que nous avons tourné sur une expérience tout à fait innovante qui est menée depuis quelques années dans l'Orne. Vous allez voir, ça s'appelle le Mamobile. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Notari. Le Mamobile existe depuis 1992 et il a pour objectif de circuler dans les zones rurales du département de l'Orne pour aller au-devant des femmes et leur proposer la mammographie de dépistage du cancer du sein. Des invitations sont envoyées aux femmes ornaises âgées de 50 à 74 ans. Donc tous les 2 ans, les dames reçoivent cette invitation. Par an, on fait environ une 60aine de stationnements et on a à peu près une participation autour de 60%. On essaye de trouver des lésions de plus en plus petites, précocement pour pouvoir les traiter avec des traitements moins lourds, moins invasifs. Certaines femmes un petit peu éloignées des centres de radiologie se dérangeraient certainement pas pour effectuer la mammographie. Et certaines aussi, on a observé, sont sensibilisées par le fait d'une information de proximité ou par une voisine qui va réussir à les décider à faire cette mammographie et elles peuvent venir ensemble et c'est tout à fait convivial. Alors on le voit, hein, la fracture géographique n'est pas une fatalité. L'Orne et le docteur Notari voilà, développent ce principe, le Mamobile. Alors là, nous parlons de dépistage. Peut-être, docteur Marie, faut-il évoquer, c'est douloureux, c'est délicat, mais les conséquences d'une négligence, quelle que soit cette négligence, voilà, la femme n'a pas voulu suivre de dépistage et puis on découvre un cancer. L'après-dépistage, comment se matérialise-t-il en cas de souci ? Alors l'après-dépistage, c'est-à-dire que si on a trouvé une lésion de gros volume, on va dire, c'est ça. Hein. Donc l'après-dépistage, bon, bah, ça, qui n'a pas marché, puisque dans le cas présent, il n'a pas marché. Une lésion de gros volume, forcément, au niveau thérapeutique, on va avoir des traitements qui sont un peu différents, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, grosse tumeur, donc risque métastatique, donc obligation de prévenir ce risque métastatique avec des thérapeutiques qui vont passer dans tout le corps, hein. Ça s'appelle les chimiothérapies, hein. Donc dans ces cas-là, on est systématiquement, dans les cas de grosse tumeur, obligé d'avoir recours à la chimiothérapie. Sur le plan local, c'est-à-dire ce que j'appelle le plan local, sur le plan du traitement de la maladie au niveau du sein, on peut bien évidemment arriver dans un certain nombre de cas à réaliser des ablations du sein, ce qu'on appelle les mastectomies. Donc on est tout de suite dans un autre registre, d'une gravité tout à fait différente, alors qu'on aurait pu, si on avait trouvé cette lésion sur le registre du centimètre ou du 15 mm, avoir une chirurgie tout à fait jolie, entre guillemets, au niveau résultat esthétique, avoir des conséquences, en particulier au niveau du bras, beaucoup moins importantes, voire quasiment inexistantes, puisqu'on a maintenant des chirurgies qui permettent de prélever 1 ou 2 ou 3 ganglions. Hein, le ganglion, c'est très important justement pour évaluer, encore une fois, ce risque de métastase, qui permet d'adapter les thérapeutiques au mieux. Et quand on est sur des lésions grosses, on est obligé d'enlever la quasi-totalité d'une chaîne ganglionnaire, ce qui peut avoir un retentissement important sur le fonctionnement du bras. Donc ce que l'on évite quasiment à 100% quand on a affaire à des petites tumeurs. Hein, une fois de plus, on est tout à fait dans un autre registre thérapeutique, dans un autre registre de conséquences pour les patientes. Le mieux, plus c'est petit, finalement, plus c'est facile à traiter. Exactement. Pour une fois, plus c'est petit, mieux. Voilà. Docteur Lacroix, dernière question pour conclure, et puis pour finir peut-être sur une note positive. Plus tôt le diagnostic est fait, plus on a chance de guérir. Absolument. Plus la tumeur sera découverte à une taille la plus petite possible, c'est-à-dire on va dire entre 10 et 15 mm, effectivement le recensement aujourd'hui montre que ce genre de tumeur permet d'obtenir une guérison 9 fois sur 10. Donc il faut vraiment encourager les femmes à participer à ce dépistage. Dans la tranche d'âge, c'est vraiment fondamental pour leur guérison. Merci docteur. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note positive que je vous propose de conclure cette première partie. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour avoir partagé votre expertise et puis je salue votre engagement. Docteur Leveneur, vous restez avec moi, vous êtes un peu le fil rouge de cette émission. On se retrouve après une courte pause. Dans la deuxième partie de cette émission, eh bien, nous évoquerons le dépistage et la prévention du cancer du côlon. A tout de suite.